Me revoilà après une coupure de batterie. Ma caméra s'est éteinte d'un coup. Je ne sais pas exactement où ça a coupé, donc je vais reprendre sur Wild and Soul. Donc j'ai lu Wild and Soul de Lily Haim aux éditions Milady. Je l'ai fini le 12 septembre 2023, donc ça reste encore un peu éloigné, mais j'en ai un bon souvenir quand même. Donc c'était l'histoire d'un jeune homme qui avait vu son père quitter la maison, prendre ses clics et ses claques et partir, sachant qu'il traitait pas très bien sa mère et qu'il était convaincu que sa mère était alcoolique, puisque au fil des années, elle se mettait de plus en plus à trébucher, à avoir des problèmes d'équilibre, des problèmes pour prononcer les mots, et il s'avère qu'en fait ce n'était pas du tout de l'alcoolisme, c'était plutôt une maladie, je crois rare, mais en tout cas héréditaire malheureusement. Je crois qu'il avait 50% de chance d'avoir cette maladie lui-même. Lui il était persuadé qu'elle était alcoolique, donc quand il découvre ça, il se retrouve à devoir la placer en institut, sachant que je crois qu'il avait des projets d'études, etc. Il a dû tout arrêter, et malheureusement il a dû se vendre son corps dans des bars pour pouvoir financer les soins de sa mère, et il a un petit peu fermé les yeux sur le fait que ça pouvait peut-être lui arriver un jour. C'est une romance assez sombre, une romance MM, où en fait il va rencontrer au fil de l'histoire tout un tas de personnages. Déjà il y a des personnages qu'il connaît déjà, qui font partie de sa famille de cœur, c'est-à-dire des gens qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé à survivre finalement dans cette histoire, et puis donc des gens qu'il va rencontrer au fil de l'histoire, dont le fameux personnage dont il va tomber amoureux. La manière dont la romance se met en place, ça se fait un peu tout seul sans qu'on s'en rende compte. Les mots ne sont pas posés sur cette relation, parce que ça commence un peu particulièrement où en fait il va dans une espèce de bar dans lequel il y a des combats, et donc il voit un mec qui en vient toujours aux mains avec les gens et qui tabasse des mecs, et en fait il s'avère que c'est quelqu'un qui a un passé de combattant dans ces espèces de combats un peu illégaux. Donc en fait c'était un peu un drogué de combat et un drogué de violence on va dire, et en fait il tient une enseigne de tatouage, et le héros va être fasciné par ce mec et va aller voir cette enseigne. C'est comme ça qu'ils se rencontrent réellement, et que le tatoueur va lui proposer un job et va plus ou moins s'immiscer dans sa vie et le forcer à accepter un job payé qui va lui permettre de vivre de manière beaucoup plus honorable et de pas avoir à se vendre. Même s'il n'en est plus là, il va avoir la possibilité, s'il le souhaite, d'arrêter de travailler dans ce club de striptease dans lequel il est. Après, en l'occurrence, là où il se trouve, il ne va plus aussi loin qu'avant. Il fait juste les fameuses danses et tout, mais il n'accepte plus vraiment que ça aille plus loin, et il n'accepte plus de se vendre. Mais à une autre époque, malheureusement, il n'a pas vraiment eu le choix. Toute l'histoire tourne autour de la naissance de cette famille de cœur qui apparaît autour de lui progressivement, de tous ces personnages. Enfin, il a comme une seconde maman, il a comme un second petit frère, il a cet homme qui finit par apprécier et qui veut l'aider, et qui a lui-même besoin d'aide quelque part, parce qu'il a lui aussi un passé pas super joyeux. À côté de ça, il y a cette maladie dont il ne veut pas entendre parler, et il ne parle à personne de sa mère. C'est très profond tout en ne disant pas les choses directement. J'avais un peu peur justement que ce soit une romance trop sombre, et que ce soit désagréable à lire ou triste, ou que ça aille trop loin, que ça normalise de la violence ou ce genre de choses, mais non, c'était pas le cas. C'était vraiment quelque chose de très humain et de très émouvant. Je l'ai reçu, je pense que ça doit être, c'était peut-être même un des premiers bouquins de l'autrice, de Lily Haim, je sais plus, mais en tout cas j'en ai un excellent souvenir, et ça fait partie des romances que je recommande dans toute la série de romances que j'ai lues ces derniers temps. Ensuite, j'ai lu Nos jours brûlés, un roman que j'ai emprunté. J'ai passé une semaine de vacances à Dinard avec ma fille et ma mère et ma sœur. Il y avait une bibliothèque et on y est passé. Et sur un coup de tête comme ça, finalement j'ai emprunté un roman donc de Laura Nsafou aux éditions Albin Michel. Je crois qu'il y a 3 tomes. J'ai lu que le premier, j'ai pas eu envie de lire la suite pour la même raison que tout le reste. Je crois que les commentaires sur le deuxième tome étaient pas foufou. Beaucoup de gens avaient été déçus du premier. Moi, le premier, j'ai trouvé ça sympa, ça se lisait facilement, c'était pas désagréable. C'était l'histoire d'une jeune fille qui vit avec sa mère. C'est dans un monde où le soleil a arrêté de briller. Le soleil s'est éteint, ou je sais plus exactement comment ils le disent. C'est très abstrait en fait, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est vraiment possible que quand le soleil s'éteint, la planète vive encore? Visiblement on est dans une situation où c'est le cas, donc le soleil s'est éteint mais la planète vit encore. Donc il s'avère qu'on est un petit peu dans une histoire de mythe africain, et c'est très intéressant. Donc on a cette femme qui est la mère de l'héroïne, qui est un petit peu à la recherche des légendes qui expliqueraient pourquoi le soleil s'est éteint et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'arranger les choses et de faire revenir le soleil. Et donc ils sont dans une nuit perpétuelle, donc elles voyagent toutes les deux. L'héroïne, elle en veut un peu à sa mère d'avoir été arrachée au reste de sa famille, parce qu'il y avait sa grand-mère, il y avait tout le reste de sa famille, que sa mère a délibérément décidé de fuir avec sa propre fille. Et en fait elle pense que tout ça c'est un délire, et qu'elle est un peu folle, qu'elle est trop crédule, et que voilà, elle a entendu des légendes et elle pense que c'est la vérité, et c'est des histoires de magie, tout ça. Enfin c'est pas exactement des histoires de magie, mais c'est des histoires un peu de dieux et de légendes quoi. Il s'avère qu'il y a un peu plus de vérité que ça dans toutes ces histoires. Et cette héroïne, j'ai oublié de dire qu'elle est marquée en plus, c'est-à-dire qu'elle a une espèce de tache de naissance en travers de son visage,
et ça va lui valoir quelques regards un peu de travers parce que ça a une signification dans ces légendes et ça a une signification plutôt négative. J'ai pas envie de trop en dire, il n'y a pas forcément grand chose à apprendre, on va dire, le peu qu'on apprend, on met du temps à l'apprendre, on met du temps à gagner cette découverte, donc si je vous le dis, bon, je ne saurais même plus en détail exactement parce que c'est un peu flou dans ma mémoire, mais en gros, il me semble que c'est voilà, le grand-père de l'héroïne, donc le père de sa mère, qui a vécu dans une cité, c'est pas le spoil, hein, il me semble que c'est le résumé justement, qui a vécu dans une cité secrète un petit peu, et il avait envoyé des carnets sur cette cité dans sa famille. Donc voilà, en gros l'idée c'est ça, c'est que sa mère court après cette cité invisible et inexistante dont personne n'a entendu parler visiblement, très secrète, et elle est persuadée qu'elle existe, voilà, donc c'est ça l'idée. Et alors il y a l'histoire d'une sentinelle, donc d'un personnage qui aurait travaillé dans cette cité et qui serait la dernière sentinelle en vie, puisque normalement il y a plusieurs sentinelles, il y avait plusieurs sentinelles, il y aurait une dernière sentinelle, la mère voulait trouver cette dernière sentinelle, donc elle faisait des recherches dans les carnets du grand-père, etc. Et l'héroïne donc à un moment donné va suggérer quelque chose, elles vont aller quelque part et ça va mal se passer. Tout ce qui va en découler derrière, c'est que l'héroïne va découvrir peu à peu qui elle est, ce que signifie sa marque, et en gros on va en apprendre plus sur tout un tas de légendes africaines. C'était vraiment intéressant, moi j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé, c'était très original. Les personnages sont noirs aussi, on a quand même assez peu de représentation comme ça, là c'est un roman avec des personnages noirs. Et on a une petite romance, même si elle est assez légère parce que c'est un petit enemies to lovers, mais je n'ai pas vraiment vu arriver les sentiments, on va dire que c'était très soft, le mec reste très distant, très froid, et un peu comme au début, il a pas un changement drastique de comportement, quelque part c'est peut-être plus réaliste aussi, mais du coup c'est pas une romance traditionnelle un peu surréaliste où au début le mec est très froid et puis finalement il tombe amoureux et après, enfin vous voyez ce que je veux dire, il reste très distant, mais en tout cas c'est l'impression que j'en avais eu en tout cas, que cette romance s'était développée sans vraiment le montrer. Pour moi c'était pas tant une romance que juste de la fantasy quoi, classique. Je le recommande éventuellement, mais il faut pas s'attendre à un truc très complexe, et j'ai l'impression que ça a déçu quand même un certain nombre de personnes et qui n'ont pas poursuivi avec le tome 2 ou qui n'ont pas apprécié le tome 2. C'est à vous de voir si ça vous dérange d'essayer un premier tome de cette série avant de regarder la suite, ou si vous voulez absolument que toute la série tienne le coup. En tout cas, j'avais pas trouvé ça désagréable. Ensuite, le clan Bennett, j'ai lu le premier tome du Chant du Loup, le premier sur 4, donc de TJ Klune. C'est là aussi un auteur dont j'ai entendu parler souvent, et c'est la première fois que je le disais, je crois. C'est donc aux éditions MXM Bookmark, de la Bitlit version romance homosexuelle. On a donc une histoire, je saurais même pas la décrire parce que c'est pas du tout une histoire de loup-garou traditionnelle, mais c'est une histoire de loup-garou bien sûr. C'est vraiment très spécial comme histoire. C'est une méga tranche de vie, il se passe des tonnes de choses dans un roman d'une taille plutôt normale et conventionnelle, il me semble. Après, encore une fois, j'ai lu ça sur e-book, hein, bien sûr, sur Viglio. À un moment donné, j'arrivais à un moment de l'histoire, peu importe lequel, et je me disais, purée, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que je lis ce bouquin, pas dans le sens négatif, mais vraiment, j'ai l'impression que j'ai lu toute une vie, en fait. Et il y avait tellement de choses, et il y avait tellement de phases, et c'est tellement riche, en fait, c'était vraiment étonnant. On a un personnage qui a sa relation avec ses parents, je crois que c'est pareil, en fait. Son père, c'est comme dans Wild Soul, son père, il se fait la malle, et en plus, il le prend pour un idiot. Apparemment, il était un peu lent quand il était gamin. Donc du coup, son père disait non mais de toute façon il est con ce gosse, à le prendre pour un complet idiot, et la mère qui disait mais non, il faut juste lui laisser le temps. C'est un gars qui vit sa vie tranquille, qui se prend pas de trop haut, qui a l'impression d'être pas grand chose à cause du fait que son père lui a toujours dit qu'il était pas grand chose, et puis qui va un jour rencontrer une famille un peu bizarre. Et ce qui m'a fait un peu bizarre justement, c'est que lui il avait peut-être 14-15 ans, et il a rencontré un gamin de 10 ans. Et le gamin de 10 ans, il est tout de suite tombé dingue de lui, on va dire, c'est-à-dire qu'il le collait, il lui posait des tonnes de questions, il lui parlait tout le temps, et il s'avère que ce gamin était censé à la base être muet depuis peut-être 1 an, il avait subi un traumatisme et il ne parlait plus. Tout d'un coup il le rencontre et il se met à parler, et les parents étaient sidérés, scotchés et super satisfaits de voir ça, et donc ils l'ont tout de suite intégré dans la famille, ce garçon comme étant un fils supplémentaire. Il s'est en fait trouvé une seconde famille, donc on a ce gamin de 10 ans, et puis au bout d'un moment, ça, ils grandissent, il y a tout un tas d'événements qui se passent. Tout d'un coup donc la mère du héros est présentée à cette famille, et donc la mère aussi finalement se retrouve intégrée à cette famille, et petit à petit on a des cercles d'amis comme ça qui se mêlent, et ça crée encore une fois une grande famille de cœur, et c'est presque pas surnaturel à ce stade. On a l'impression finalement que c'est juste des gens qui se rencontrent, qui deviennent super amis, et c'est l'osmose parfaite, et c'est incroyable en fait. Mais finalement, on a cet aspect loup-garou, cet aspect meute, et le côté meute, amour. L'écriture de l'auteur est vraiment très intéressante. Il y a des moments où c'est marqué meute, tout collé, amour. On comprend qu'il y a beaucoup d'émotions, et en fait, on est dans la tête des loups, et donc du coup, tout est mélangé, tout est fondu dans cette espèce d'idée de l'unicité, de la meute, et de tout le monde s'aime, et c'est vraiment une ambiance que j'ai jamais lue dans aucun autre bouquin. Et alors, je m'attendais certainement pas à lire ça.
Je m'attendais à un gros classique qui parle de loup-garou et éventuellement de vampires, mais certainement pas à ce que j'ai lu là. Et c'était assez waouh. C'était... je saurais pas expliquer, je m'y attendais pas. Par contre, j'ai pas lu la suite, encore une fois. De ce que j'ai compris, la suite va parler d'un personnage secondaire qui a une énorme importance, parce qu'ils ont tous une énorme importance en fait. C'est-à-dire que dans cette histoire, il y a le héros qui s'émancipe au fil de l'histoire et qui devient quelqu'un de super important et d'incroyable. Et à côté de ça, on a tous les autres personnages, ils sont tous intégrés dans cette famille. C'est une grande ode à l'amour, quoi. C'est vraiment amour, amour, amour. Ça ne parle que de ça, ce livre. Tout en ayant les méchants, les intrigues, le sang qui coule, etc. Et on a aussi énormément de mise en place des relations, et j'aurais jamais pensé apprécier ça autant. Si vous n'êtes pas fan des romans de loup-garou, dites-vous que celui-là est très différent et est très spécial, d'un genre nouveau. Et je me pose la question de comment sont les autres livres de cet auteur, parce que de ce que j'ai compris, c'est un peu sa marque de fabrique, là, cette écriture très originale avec des paragraphes entiers qui n'ont pas de sens, et à la fois ça a un sens pour par exemple une bande de loups, quoi, et c'est vraiment très étonnant. On a l'impression d'être dans la tête des personnages qui ne sont pas vraiment humains, et on ressent tout d'une manière vraiment exacerbée. Ensuite, j'ai trouvé dans une boîte à livres à Dinard, moi j'ai pas l'habitude d'utiliser ça, c'est vrai, 2 livres là-dedans. J'en ai essayé un que j'ai lu entièrement et un autre que j'ai fini par abandonner. L'autre, il faudra que je vous en parle, vraiment. Faudra que je vous en parle. J'ai lu Rite de passage de Alexei Panchin, je sais pas, chez Opta. Ça date de 1973, un vieux roman de science-fiction qui parle d'espace, de vaisseaux qui ont été lancés pour coloniser l'espace parce que la Terre n'était plus habitable, etc., etc. Il y a des colonies un peu partout. Les gens qui vivent sur les vaisseaux se sont mis à vivre définitivement dessus. Normalement, à la base, ils étaient censés coloniser d'autres planètes, et puis finalement, ça a un peu créé des humains de vaisseaux et des humains de planètes, dans le sens où eux, ils ont finalement préféré se développer sur les vaisseaux, y rester définitivement, et puis bon, réguler les naissances, faire en sorte que ce soit vivable dans les vaisseaux. Et à côté de ça, il y a les colons qui sont sur les diverses planètes avec leurs ressources. Ils détiennent la connaissance dans les vaisseaux. Ils vont proposer aux colons qui sont sur les planètes certaines notions de connaissances en échange de ressources. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir continuer à vivre sur ces vaisseaux sans avoir besoin de mettre la main à la pâte. C'est un peu des intellectuels d'un côté et des exploitants derrière qui vont leur fournir ce qu'ils veulent, même si bon, on se rend compte petit à petit que les vaisseaux profitent pas mal des colons et ne leur donnent comme information que très peu de choses, et donc c'est un peu de l'exploitation, quoi. Ce roman-là, je vais vous dire, c'est un des rares où je vais vous dire que je le recommande pas, il est vieux. On a un peu changé notre état d'esprit depuis, donc j'ai vu quelques petites choses qui m'ont un peu dit bon ok, on sent que c'est un vieux livre, mais aussi la raison pour laquelle on lisait le roman, c'était le résumé, et le résumé, c'est l'histoire de la gamine qu'on suit, qui en fait est censée passer son rite de passage, donc un rite pour tous les adolescents de 14 ans je crois, qui vont devoir vivre sur une planète, peut-être où il y a déjà des colons, ils vont devoir survivre là-bas pendant je crois un mois, avec les moyens du bord. Après ils vont rentrer, généralement il y en a un bon paquet qui meurt, et le reste rentre au vaisseau, et après ça ils sont considérés comme des adultes. Et entre donc les gamins de jusqu'à 14 ans et ceux qui sont revenus, il y a un énorme fossé parce que hiérarchiquement c'est plus la même chose, quoi. Et on les considère vraiment comme des adultes une fois qu'ils ont vécu ce rite de passage. Et on commence l'histoire, elle a 12 ans, le rite de passage arrive vers la fin. On a une énorme partie du roman qui se passe sur le vaisseau, où en fait elle vit sa vie, elle fait du foot avec des potes et tout. Il se passe pas grand chose, alors elle aime bien farfouiller dans les tunnels d'aération, donc elle découvre des zones du vaisseau, mais bon, enfin c'est très pose de contexte, alors finalement on est sur un roman unique qui n'a pas besoin de préparer une aventure plus, voilà, extraordinaire. On a juste la découverte du vaisseau, la découverte de quelques petites informations sur le passé, etc. Et c'est tout. Et au final, je crois qu'en plus son père fait partie des politiciens principaux, je crois qu'il est même peut-être le chef du conseil ou un truc, je sais plus quel est son rôle, mais bon, il a une importance. Donc elle est la fille du mec, voilà. Elle va finir par se faire envoyer donc sur une planète, et ça c'est vraiment presque la fin. Tout ce qui va se passer là-bas va être un peu compliqué. Elle va se retrouver avec des colons qui sont très antipathiques, puisque de toute façon c'est un peu la guéguerre entre les colons et les gens du vaisseau. Ils entretiennent des relations un peu artificielles, où ils font semblant de bien s'entendre parce qu'ils veulent faire des échanges de bons procédés. Mais là, en fait, la planète sur laquelle elle est envoyée avec les autres gamins, c'est une planète avec laquelle ils n'ont pas eu de contact depuis des années, voire même peut-être des siècles. Et du coup, ces colons-là, ils ont qu'une envie, c'est de leur chourer leur vaisseau et de faire la guerre, quoi. Donc en fait, elle se retrouve dans un environnement extrêmement hostile, et pendant un petit cinquième du bouquin, mais c'est même moins que ça peut-être, elle va juste devoir survivre là-dedans et se faire
volé l'objet qui lui permettait de signaler sa présence au bout d'un mois, donc en fait elle pourrait même pas rentrer chez elle, donc en fait pendant un mois elle essaye à tout prix de retrouver cet objet et de faire en sorte de pouvoir rentrer chez elle à la fin, parce que sinon elle est coincée sur la planète, et apparemment être coincée sur une planète colonisée c'est synonyme de mort ou presque quoi. C'est vraiment la différence entre les bouseux, d'ailleurs elle les appelle les bouseux à de nombreuses reprises, elle les appelle les bouseux, et puis les intellectuels qui se trouvent sur le vaisseau quoi. Et au final, la conclusion de cette histoire, enfin il n'y a pas de morale en fait, c'est-à-dire que il y a pas de morale, je pourrais même vous dire la fin, je vais peut-être pas vous la dire, mais je veux dire c'était décevant, ce qui se passe n'a pas d'intérêt particulier, et la manière dont c'est conclu, non seulement il n'y a pas de morale, mais en fait ce qui se passe, et les choix, les décisions qui sont prises vers la fin, et les choses qui sont faites à la fin pour conclure l'histoire, j'ai l'impression que l'auteur a considéré que c'était une conclusion en soi, peut-être une manière de faire réfléchir le lecteur. C'est juste des mauvaises décisions qui sont prises pour vous dire voilà, des personnages ont pris des très mauvaises décisions et l'humanité s'enfonce encore dans la guerre ou dans la haine, et c'est tout, et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Et je sais pas, moi ça m'a pas plu. Je trouve que ce livre n'a pas forcément d'intérêt et a été très 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 lent pour finalement pas grand chose à la fin. Un avis négatif pour une fois, c'était pas extraordinaire, mais je me suis accrochée jusqu'au bout. Par contre, il y a un autre roman que j'ai emprunté qui est le roman Rite de passage, hein, c'est celui-ci, j'avais oublié de vous le montrer parce que c'est vrai que je l'ai en papier du coup, il est là, il est très vieux, hein, vous voyez, et les pages qui sont voilà. Et donc j'ai également pris ça donc dans la boîte à livres, et il y a 4 romances là-dedans, non 3. Il y a La trahison d'Alekos Zagorakis. C'est pas l'auteur Alekos Zagorakis, c'est vraiment La trahison d'Alekos Zagorakis de Sarah Morgan. Ensuite, on a Un époux inattendu de Anne McAllister et Un si séduisant milliardaire de Emma Darcy. Et là, ce bouquin, j'avais prévu, mais le point lecture dure trop longtemps, j'avais prévu de vous lire des extraits de ce truc, parce que j'en pouvais plus, et ça se voit que c'est vieux, et que c'est d'une autre époque, et qu'on pouvait tolérer ça avant, mais que maintenant ça passe plus. Et je me souviens pas de tout d'ailleurs, donc je saurais même pas, mais quand je l'ai lu, j'étais... À chaque fois, j'en croyais pas mes yeux, ce que je disais comme horreur. Enfin, c'est pas des horreurs dans le sens... J'étais vraiment horrifiée par la bêtise de l'héroïne, par le fait qu'elle se laissait avoir par le mec qui l'avait quittée, je crois, sur l'hôtel. Donc ils allaient se marier, et il s'est barré. Et au final, elle décide de vendre sa bague de fiançailles, qui coûte une blinde parce qu'il était très très riche, et toujours très très riche d'ailleurs. C'est lui qui découvre que, parce que c'est son héritage familial, il découvre qu'elle était en train de vendre ça sur eBay, alors il lui fait une méga enchère là, il lui mise un montant incroyable pour la lui racheter. Du coup, ils se retrouvent, ils se rencontrent, et c'est là que commence l'histoire en fait. Et là, moi, désolée, mais j'ai pas plus d'informations que ça, je sais juste que il l'a quittée sur l'autel, et la façon dont elle se laisse traiter par lui, et les choses qu'il ose se permettre alors qu'il est 1000 fois dans son tort, et que j'ai l'impression son argument c'est juste « elle était trop bien pour moi » ou un truc dans le style, c'est d'un ridicule. Au final, et je dis ça au final, j'ai lu 3 chapitres, hein. Il s'avère qu'elle est maîtresse d'école et qu'elle adore les enfants, et qu'à un moment donné, du coup, elle a tellement envie de lui, parce que visiblement elle est toujours amoureuse de lui depuis tout ce temps, qu'ils font des choses chez elle, c'est-à-dire qu'ils s'invitent chez elle alors qu'elle lui dit « je ne veux pas que tu viennes chez moi », je refuse que tu entres chez moi. Il dit je m'en fous, je rentre. Il est rentré. Et du coup, comme elle se laisse tenter parce que il est trop beau, ils font des choses. Et après ça, boum, ellipse. Et je regarde le début du chapitre 4, je crois que c'est ça, le début du chapitre 4, elle est tombée enceinte. Et il faut savoir que le mec l'avait plus ou moins larguée quand il avait su qu'elle voulait trop 4 gosses. Donc l'histoire elle part très mal parce qu'on est sur une romance entre un mec qui voulait pas d'enfant, qui a quitté la femme qu'il aimait sur l'autel parce qu'il savait qu'elle voulait 4 gosses et qu'elle l'avait dit à la presse parce que lui c'est pas n'importe qui, et que donc sa compagne elle était interviewée par des gens de la presse et tout, et elle était embêtée tout le temps. Et en plus, elle en a souffert parce que je crois qu'après, du coup, elle se terre un peu chez elle. Il entend qu'elle veut 4 gosses, il se dit « oulala, moi c'est mort ». Il la largue sur l'autel, et après ça, l'histoire le force à devenir papa puisqu'elle va tomber enceinte. Bref. Et alors, du coup, je regarde les autres titres. Un époux inattendu, ok, pourquoi pas. Et enfin, Un si séduisant milliardaire, c'est littéralement le titre qui aurait pu être sur La trahison d'Alekos Zagorakis, ça revient au même en fait. C'est une histoire de mec friqué, et je sais pas, je sentais tellement mal tout ça. Donc j'ai abandonné, j'ai pas été capable de continuer, j'ai lu 3 chapitres de la première histoire et j'ai abandonné. Voilà. Vous savez pas tout, parce que j'ai vu des trucs, à un moment donné il vient la retrouver à l'école, et en 3 chapitres, hein, il vient la retrouver à l'école parce que du coup c'est là où il va chercher sa bague, parce qu'il l'a acheté, qu'elle sait que l'acheteur va venir, et elle sait pas que c'est lui. À un moment donné, il y a un problème de plomberie, il y a de l'eau partout. Et alors lui il est là, il soulève ses manches et il décide de se mettre au boulot et de demander des outils et je ne sais quoi, alors parce qu'il y a personne d'autre qui peut le faire. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau, et oh mon dieu, il sait faire des trucs et tout. Même que la collègue qui était au courant et qui avait
avait dit à l'héroïne au premier chapitre, arrête de penser à ce connard, il t'a fait ci, il t'a fait ça, tu devrais tout de suite le rayer de tes pensées, nanana. Là, elle était là en mode, oh Dieu, parce qu'il est trop beau. Et après, elle se rend compte que c'est lui. Et là, sa copine a fait, mais quand même, t'as vu comme il est beau. Enfin, je sais pas, ce genre de réflexion, c'était gênant. Alerte rouge, je n'ai pas lu ce bouquin, je ne le lirai pas. Je regrette un peu de l'avoir pris dans la boîte à livres, mais bon, j'ai peut-être sauvé quelqu'un d'autre de cette lecture. On va continuer parce que je dois terminer ça. La vidéo va quand même être super longue et il est tard. Je pense que vous avez remarqué le changement de luminosité. J'étais obligée de mettre mon ring light. J'aurais peut-être dû le mettre plus tôt. Our Love Story, c'est une histoire, je crois, française parce que c'est de Marie H.J. et F.V. Estier avec un Y. Je crois que c'est français et c'est auto-édité en 2023. J'en ai entendu parler, il me semble, sur la chaîne de Nina Quill. Peut-être même 2 chaînes. Bref, j'en ai entendu parler sur YouTube et je l'ai acheté en e-book. Ça se lit bien, c'est une romance MM donc. J'ai quand même trouvé qu'il y avait des problèmes entre les 2 points de vue parce qu'on a les 2 points de vue des 2 personnages. On a une espèce d'incohérence entre la façon dont se comporte un personnage et la façon dont il pense. Quand il pense, il est un petit peu plus brut de décoffrage, il utilise des termes un peu vulgaires, etc. Et puis tout d'un coup, l'autre personnage le voit, on est soudain sur son point de vue, et là en fait c'est un petit jeune tout timide et tout, et je sais pas, il y a une espèce d'incompatibilité entre les comportements, les pensées du personnage et la façon dont il se comporte vis-à-vis de l'autre. Ça peut passer, mais il y a eu d'autres problèmes comme ça que j'ai trouvé, où en fait j'ai trouvé aussi l'inverse, c'est-à-dire que on avait beaucoup de similitudes entre les expressions utilisées par l'un et par l'autre. Par exemple, la diarrhée verbale. La diarrhée verbale, je trouve que c'est une expression très particulière. Ce personnage l'utilisait beaucoup, et tout d'un coup, l'autre se met à l'utiliser aussi. Mais dans sa tête, hein, c'est de la narration. Il n'y a pas une seule fois, ou peut-être vers la fin, où c'est mentionné à l'oral, mais sinon, pendant tout un temps, c'est « oh là là, ma diarrhée verbale », et puis à un moment donné, l'autre qui dit « oh là là, sa diarrhée verbale », et c'est tout le temps la diarrhée verbale, comme si ils étaient télépathes, quoi, et qu'ils utilisaient exactement les mêmes termes. Ça, normalement, on fait pas, parce que 2 personnages sont très différents, n'ont pas le même vocabulaire, n'ont pas les mêmes expressions. Et là, on voit en fait que c'est la même personne qui a écrit les 2 points de vue. Donc bien sûr, normalement, ces 2 autrices ont écrit en parallèle, donc ensemble. Donc normalement, elles ont chacune pris un point de vue. Enfin, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Mais là, en tout cas, j'avais l'impression, soit elles ont lu le chapitre de l'autre et elles se sont dit tiens, je vais utiliser ce terme qu'elle utilise pour que ça colle. Mais en fait, ça collait pas. Au contraire, c'était incompatible puisque chaque personnage doit avoir sa personnalité, son vocabulaire, et donc il faut pas qu'ils utilisent tous les 2 la diarrhée verbale à tout bout de champ. En dehors de ça, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de scènes de sexe. C'était très très épicé, et il y avait aussi des scènes que j'ai du mal à cautionner, du style pipeau volant, truc comme ça, qui étaient un peu trop normalisés, un peu trop oh on déconne, ah c'est drôle et ah c'est sexy et tout, et je sais pas, c'était genre extrêmement dangereux dans les situations où c'était un moment, en tout cas ça m'a paru, peut-être que c'est juste moi, mais j'avais l'impression que c'était extrêmement irresponsable et ça m'agaçait presque de les voir faire ça parce que je me disais mais bande de cons, vous allez créer un accident, vous allez tuer des gens. Peut-être que dans une autre situation ça serait passé, mais là ça passait pas, et en plus ils ont remis le truc un peu plus tard, donc ils l'ont fait 2 fois, un peu comme si alors, la deuxième fois c'était une référence à la première, c'était un rappel de la première. J'ai trouvé ça, enfin ça m'a rendu les personnages antipathiques parce que ils mettaient les autres en danger, enfin je sais plus s'ils étaient sur des voies rapides ou des trucs comme ça. J'avais pas aimé ça du tout, j'avais trouvé que les personnages ils étaient pas raisonnables et donc pas c'était des dangers publics en fait tout simplement, et j'ai trouvé ça vraiment je suis peut-être prude mais c'était l'impression que j'ai eu. En dehors de ça, j'ai bien aimé la romance, mais peut-être que moins de scènes de sexe m'auraient paru plus agréable, j'aurais pu plus apprécier la romance, mais en dehors de ça c'était sympa. Ensuite j'ai acheté la sélection, les tomes 1 à 5 sur Vinted. J'ai acheté la sélection et 3 Nora Roberts et aussi 3 Michael Connelly, c'est ça. J'ai pas encore lu les Michael Connelly, j'ai essayé de lire un Nora Roberts, c'est une série en fait, hein. Il y a 3 tomes et en fait il y en a 4, mais il y en avait 3 que j'ai pu acheter. Je savais même pas qu'il y avait un 4e parce que voilà, c'est chaque personnage du groupe d'amis, et finalement j'ai pas réussi à finir le premier. Je l'ai commencé et c'était trop... Je pense que c'est l'écriture qui me va pas, et puis le couple non plus m'allait pas, c'est-à-dire que c'était trop soft, trop... il se passait rien. J'avais l'impression de voir une romance dans la vraie vie, c'est-à-dire c'est leur histoire, c'est leur intimité, ça me regarde pas en fait, enfin, ils se rencontrent, ils se parlent, les dialogues étaient très basiques et plats, oui il y en a un qui était un peu un télo, un professeur et tout, oui l'autre elle avait beaucoup plus de charisme et beaucoup plus de peps, il y avait pas de challenge, il y avait trop de descriptions, trop de blabla autour, et du coup je sais pas, j'ai pas apprécié, j'ai pas réussi à avancer, donc j'ai abandonné. Mais à côté de ça, donc j'ai acheté la sélection, et ça par contre je l'ai lu, une histoire de Kira Cass aux éditions Robert Laffont, et je l'ai lu donc le 15 octobre. J'ai été hospitalisée parce que pour des fausses alertes liées à ma grossesse. On a cru que j'avais peut-être fissuré la poche des os à 3 mois de grossesse, qui est plutôt une mauvaise nouvelle, et finalement c'était pas ça, heureusement, hein, fausse alerte. Du coup j'ai été hospitalisée 2 jours, et pendant ces 2 jours j'en ai profité et j'ai lu. Donc j'avais commencé le premier tome et je crois que j'ai terminé le premier puis enchaîné avec le deuxième, et j'ai dû commencer le troisième, ou je sais plus, bref j'en ai lu un paquet à l'hôpital et j'ai terminé après en rentrant. En fait il y en a 3, et le 4e et le 5e ce sont sur un autre personnage que je ne vais
pas spoiler parce que sinon voilà. L'histoire c'est une dystopie, un monde où il y a de la monarchie et où le prince peut organiser une sélection, c'est-à-dire qu'il va prendre un certain nombre de jeunes femmes dans le palais et il va leur faire, on va dire, subir quelques épreuves pour décider de laquelle sera la plus apte à être sa reine. C'est comme ça qu'il va choisir sa fiancée. Ça tourne beaucoup en rond, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, moi j'ai été un peu agacée parce que j'ai eu l'impression à un moment donné que ça devenait sérieusement redondant. On a un petit peu d'action vite fait, hein, avec les renégats qui attaquent le palais régulièrement. De temps en temps, il faut qu'ils se cachent dans les refuges et les bunkers du palais. Mais en dehors de ça, c'est purement de la télé-réalité en fait, puisqu'ils sont régulièrement surveillés par le reste de la population. Et en fait, il y a un système de caste, ce qui fait que dans chaque caste, on a droit à pratiquer que certains métiers. Et l'héroïne, elle est dans la caste numéro 5, où en fait, elle n'a droit que à être artiste. Elle peut chanter, elle peut faire de la musique, elle peut peindre, voilà, mais c'est tout. Enfin, elle aura pas le droit de faire autre chose que de l'art. Donc toute sa famille fait ça, on appelle ça une 5, elle est une 5, chaque membre de sa famille est un 5. Elle a un mec chez les 6, mais elle le dit pas à sa famille bien sûr, parce que c'est l'homme qui, dans le mariage, détermine ce que la femme va devenir si jamais ils sont pas de la même caste. Donc lui il est 6, si jamais elle se marie avec lui, elle va devenir une 6. Et les 6, c'est les femmes de ménage, c'est les gens, je sais pas, les déménageurs ou les nettoyeurs. Les 7, je sais plus ce qu'ils sont, et je crois qu'il y a des 8 qui sont carrément sans abri. Mais ça n'a quand même pas de sens. C'est un peu comme la faucheuse, hein. Ce truc-là m'a un peu agacée parce que j'ai trouvé qu'au niveau du système de caste, il y avait un truc qui allait pas, quoi. C'était un peu flou et pas très logique. Elle est une 5, et en fait, le fait de rentrer dans la sélection, ça l'a fait devenir tout de suite une 3, je crois. Si jamais elle arrive à atteindre, je sais pas, les 10 dernières ou les 3 dernières, je sais plus, toute sa famille va devenir des 3 ou des... Ouais, un truc comme ça. Enfin bref, peu importe. Enfin, il y a des choses à la clé, il y a du fric, il y a de la nourriture, parce que du coup, sa famille va être un peu nourrie, va recevoir de l'argent tout au long de la sélection. Et elle voulait pas participer, puisqu'elle est amoureuse de ce mec 6. Mais finalement, bien sûr, vous vous doutez qu'elle va commencer à développer des sentiments pour le prince. Et ce qui m'a agacé, c'était le triangle amoureux, tout simplement, puisque elle est toujours amoureuse de son gars du 6, mais elle commence à être amoureuse du prince, et elle sait pas choisir. Mais c'est vraiment en mode, ah, mais comment je vais faire, parce que je les aime tous les deux, ah, mais comment... Enfin, ça tourne en rond comme ça tout le temps. Surtout que le mec du 6, il va se retrouver dans les parages à un moment donné, et il va plus arrêter d'être dans les parages parce que il va avoir trouvé un job de garde au palais, et à partir de là, on est en plein dans le triangle amoureux et ça ne s'arrête jamais. Et elle change d'avis toutes les 5 secondes. Si vous regardez sur Livre Addict, c'était incroyable, les avis. Chaque personne dit d'une manière différente que l'héroïne est une girouette, qu'elle change d'avis toutes les 5 secondes, qu'elle ne sait pas se décider, que un coup c'est ci, un coup c'est ça, enfin bref, ça n'a jamais de sens. Et je pensais ça, et je regarde les commentaires, parce que j'aime bien regarder les commentaires après mes lectures parfois, et je découvre que tout le monde dit la même chose en fait. C'est de la télé-réalité. Si vous aimez la télé-réalité, que vous avez envie d'un truc un peu no-brain, un truc fun, où elle découvre ce que c'est qu'être une princesse alors qu'elle vient d'un milieu beaucoup plus modeste, allez-y. Mais c'est quand même assez répétitif. Le 4e et le 5e, je les ai pas lus encore. Je sais pas si je vais arriver à les lire, parce que c'est une nouvelle sélection avec une nouvelle fille, sauf que cette fois c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'héroïne est la princesse, et je suppose qu'elle va donc un peu semer la zizanie parmi la sélection des hommes qui pourraient lui plaire. Mais c'est encore pire pour moi, parce que je déteste tous ces trucs-là où il y a 36 mecs entre lesquels choisir et tout. Enfin bref, on va passer à la suite, hein, parce que sinon je vais jamais y arriver. Voilà, j'y suis, je suis à la fin, bientôt. J'ai lu Les Petits Secrets d'Emma. Celui-là, j'en avais entendu un résumé qui m'avait vraiment tenté. J'ai essayé de le trouver un peu partout, je l'ai pas trouvé. Et à un moment donné, je regardais sur Vinted, et justement, il était là par pur hasard avec des fringues de bébé que je voulais acheter pour ma fille. Et du coup, j'ai fait, c'est génial, je le prends en même temps. Donc le petit poche, bon, un peu abîmé, mais bon, c'était pas important pour moi. Donc c'est de Sophie Kinsella, et celui-là est aux éditions Pocket. Apparemment, c'est par l'auteur de L'accro du shopping, un bouquin dont vous avez peut-être entendu parler avant celui-ci. Les Petits Secrets d'Emma, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a plein de secrets, comme un peu tout le monde finalement, mais bon, des secrets assez rigolos. Franchement, dès les premières pages, vous vous marrez. Enfin, vraiment, dès les premières pages, c'est rigolo. Vous avez la liste de ses secrets, et je trouve que c'était vraiment raconté d'une manière vraiment très très amusante. Et il s'avère qu'elle se retrouve dans un avion, il lui est arrivé un désagrément, et l'hôtesse lui offre gentiment une petite place en première classe, ou non, plutôt en business. Elle arrive en business, elle se retrouve parmi les... Voilà. Et elle a très très peur de l'avion. Donc en fait, elle va tout simplement déverser tous ses secrets sur un pauvre inconnu qui est là juste à côté d'elle. Et malheureusement, mais vous en doutez, cet inconnu ne va plus être si inconnu par la suite, puisque là, elle est en train de rentrer chez elle, rentrer dans son pays. Je sais plus si elle rentre au Royaume-Uni, je crois que c'est ça, qu'elle rentre au Royaume-Uni, que lui doit être américain. Il vient de leur point de départ, et il s'avère qu'en fait, il va très très vite la revoir, et il va tout savoir sur elle. C'est très drôle, même si au niveau de la raison pour laquelle il se frite, parce qu'il y a toujours un moment de fritage, n'est-ce pas, dans les romances, cette raison-là me plaisait pas non plus. Je suis peut-être un petit peu exigeante au niveau des raisons, mais je trouve qu'il a été un peu loin, et qu'elle avait plutôt des raisons
de s'énerver contre lui. Pareil, c'est le genre de romance où j'ai du mal à pardonner au personnage parce que il a quand même bourdé bien comme il faut. Dans tous les cas, le personnage était quand même sympathique. On sent qu'au niveau de la personnalité, c'est quelqu'un de bien. J'ai pas eu cette sensation comme avec certains personnages où non seulement je lui pardonne pas, mais du coup, enfin, ça me reste vraiment au travers de la gorge. Là, c'était vraiment juste une grosse bourde qui m'a pas plu du tout, mais le personnage en lui-même m'a l'air vraiment plus ou moins irréprochable en dehors de cette bourde, quoi. C'était mignon, ça se lit vite, c'est agréable, c'est sympa. Je le recommande éventuellement si ça vous tente. C'est très drôle en tout cas, si vous voulez rigoler, c'est une bonne romance. Ensuite, j'ai les 3 e-books que je me suis achetés parce que j'avais plus de lecture juste avant Montreuil, justement. Covenant, Démon suivi de Sang mêlé, le tome 1/5 de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Jennifer L. Armentrout, je l'avais jamais lu, j'en avais entendu parler, et du coup c'est mon premier roman d'elle. Et après j'ai aussi acheté Accord corrompu, Rêve de glace, donc tome 1/4 de Kelly Sinclair aux éditions Infinity, et ensuite j'ai acheté Frost et Nectar, Frost en anglais je crois, tome 1, puis du coup une fois que je l'ai lu, tome 2, c'est une duologie j'ai l'impression, de C.N. Crawford aux éditions Corrigan. J'ai fini tout ça tout récemment, enfin vers novembre-décembre. Et là donc je suis en train de lire les livres du Festival de Montreuil, ça je vous en ai parlé pour ceux que j'ai déjà lus, donc je vais pas vous en reparler. Covenant, c'est un roman qui m'a pas mal plu, c'est l'histoire donc d'une jeune fille qui est une sang mêlée, c'est-à-dire que sa mère est une sang pure, donc une descendante des demi-dieux. Elles ont fui donc le Covenant dans lequel se trouvent les sangs purs et dans lequel les sangs mêlés protègent les sangs purs parce qu'en fait les sangs mêlés sont donc des enfants de sang pur plus humains. Ils sont hiérarchiquement très inférieurs. Ils doivent soit devenir des espèces de sentinelles pour les protéger, soit devenir carrément des serviteurs. Et là ils sont drogués, ils sont plus vraiment maîtres d'eux-mêmes, ils vivent toute leur vie asservis quoi. C'est pas très joyeux. L'héroïne donc est une sang mêlée. Elle était partie pour être enfin je sais plus si c'est une sentinelle qu'on appelle ça, je crois que c'est une sentinelle. Elle est allée jusqu'à ses 14 ans, donc de 7 à 14 ans je crois elle s'est entraînée, donc elle avait déjà un bon entraînement. Et puis sa mère a décidé de fuir avec elle et c'est pas pourquoi. Il y a des démons, les démons c'est des sangs purs qui ont bu l'éther qui se trouve dans le sang des sangs purs et des sangs mêlés, mais surtout des sangs purs. Et en gros donc les démons ont consommé cet éther, sont devenus accros et se sont plus ou moins transformés, leur visage devient assez horrible à voir, et seuls les sang mêlés sont capables de voir leur visage en tant que démons, et au bout d'un moment, l'éther recrée un masque, et on voit le sang pur tel qu'il était avant, ce qui fait que les démons peuvent se mêler à la population, et les sangs purs ne vont pas s'en rendre compte, alors que les sangs mêlés, eux, vont tout de suite les détecter, ils sont censés, pour en tout cas les sentinelles, ils sont censés les combattre, et apprendre à les combattre. Sauf que les démons, tout comme les sangs purs, ils maîtrisent la magie, les sangs mêlés non, et donc les sangs mêlés doivent protéger les sangs purs, en n'ayant pas de magie, en étant particulièrement vulnérables, puisque les démons sont très rapides, très puissants. Et en gros, donc, l'héroïne va très vite tomber sur des démons avec sa mère, et ça va très mal finir. D'une manière ou d'une autre, elle va plus ou moins devoir se retrouver à retourner au Covenant et à reprendre sa formation du début, au risque finalement de devenir carrément un serviteur, parce qu'il suffit qu'une sentinelle sans mêlée fasse la moindre bourde, et il devient un serviteur. Hein. On lui trouve très vite un maître, et il perd tout libre arbitre. Donc elle, c'est clair qu'avec tout ce qu'elle a fait avec sa mère, la fuite et le fait qu'ils aient brouillé les pistes à chaque fois qu'ils donnaient le moindre signe qu'ils étaient passés quelque part, on peut considérer qu'elle n'a pas suivi les règles du Covenant et que du coup elle devrait être transformée en serviteur. Comme elle est quand même un très bon élément, et puis en plus de ça, elle a de la famille dans la hiérarchie qui l'aime pas trop parce que c'est des sangs purs, hein, c'est du côté de sa mère, mais ils vont quand même accepter de lui laisser un sursis et de la laisser s'entraîner, etc. Donc voilà, donc elle va tout simplement s'entraîner avec une sentinelle qui devrait pas du tout l'entraîner, mais qui s'est proposée pour le faire. Et cette sentinelle, c'est un garçon qu'elle a connu à l'époque de son entraînement, qui est un sang pur. Évidemment, les sangs purs et les sangs mêlés n'ont pas le droit d'être ensemble, hein. Un classique, bien sûr, elle va développer des sentiments pour lui. C'est une romance et un univers assez riche, qui, mine de rien, est assez prévisible, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas vous dire, qu'on voit venir, hein, très vite. La suite, malheureusement, annonce un énorme triangle amoureux, qui ne me plaît pas du tout, parce que j'aime pas les triangles amoureux, de manière générale. Pour l'instant, dans ce premier tome, on a énormément de cette relation avec Hayden, donc, qui est le mec qui va l'entraîner, et il y a l'apparition de cet autre mec à un moment donné. Et le deuxième tome annonce qu'en fait, elle va beaucoup plus passer de temps avec l'autre, et beaucoup moins avec le premier, sachant que les commentaires sur Livre Addict disent exactement ça. Donc moi, ça m'a un peu refroidi. Je sais pas si je lirai la suite, parce que j'ai vraiment pas, mais vraiment pas envie de lire encore une romance multiple où elle tombe amoureuse d'un mec, et puis maintenant ça va changer, et puis on va plus savoir nous-mêmes ce qu'on veut, donc j'ai pas envie de ça. On verra si pour l'histoire et pour découvrir ce qui se passe au niveau de l'action et tout, si je poursuis ou pas. Ensuite, j'ai lu donc Rêve de glace, dont je vous ai parlé à l'instant, le tome 1/4, c'est pareil, je sais pas si je vais lire la suite. C'est une fantasy, une romantasy encore, avec une héroïne
l'héroïne qui s'avère être l'héritière du trône de son pays. Il y a un pays très très chaud, un pays très très froid qui se font face avec une espèce de pont sous forme de plein de petites plateformes au milieu, assez dangereux à traverser. Ces mondes tournent et se font face, et donc la partie du monde qui est la plus proche de l'autre monde est généralement plus vivable. Eux, ils ont des systèmes de migration pour survivre aux températures, bien sûr. Donc là où il fait très chaud, il y a carrément des sections du monde qui crament en permanence. De l'autre côté, il y a des endroits aussi où c'est tellement gelé qu'ils peuvent rien y faire. Du coup, l'héroïne, elle est du côté chaud. Elle va à un moment donné se retrouver à voyager vers le côté froid pour une raison que je ne donnerai pas. Le premier love interest, on va dire, n'est pas le définitif, mais franchement, c'est pas une surprise parce que ça se voit immédiatement qu'il n'y a pas vraiment d'alchimie, que c'est un peu comme avec la sélection où en fait l'héroïne est amoureuse du 6 et finalement elle va tomber amoureuse du prince après. C'est juste une transition. Mais en tout cas, donc elle va se retrouver chez les gens du froid. Je vais pas donner les noms parce que je me souviens déjà plus des noms des pays, mais c'est pas très important. Et elle va donc côtoyer le roi dont elle aimait le frère. Et donc il y a une romance qui se développe. Le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle a un voile, elle porte un voile, sa mère la déteste absolument, on se demande pourquoi, et il s'avère que elle lui fait porter un voile depuis la petite enfance, depuis toujours en fait, depuis sa naissance, et donc elle ne sait même pas à quoi elle ressemble, elle s'est jamais vue dans un miroir, elle a l'interdiction de se regarder dans un miroir, elle ne sait pas à quoi elle ressemble, personne ne sait à quoi elle ressemble, et ce suspense en fait va rester tout au long de l'histoire, et va finalement être un peu décevant je trouve. La révélation en tout cas va être un peu décevante, parce que on se dit un peu ah c'était que ça, et moi dès le départ je pensais que c'était un peu un truc style horreur, je sais pas moi, que quand on voit son visage, on se fait tuer par un démon ou par une créature qui vient d'un autre plan. Non, c'est vraiment un univers pas magique. Je le dis parce que en fait, quand on s'attend à ça, ça peut être décevant. On sait pas pourquoi son visage est caché. Moi, je m'attendais à un truc vraiment qui est lié à quelque chose de surnaturel. En fait, c'est pas du tout le cas, non. Elle est vraiment traitée n'importe comment par sa mère et elle doit porter ce voile et c'est pas pourquoi, personne lui dit. Et il y a des moments carrément où d'autres personnages pourraient lui dire et ne lui disent pas. Et j'étais agacée, moi. Tu peux pas lui dire du coup pourquoi, parce qu'elle sait pas non plus. Enfin, elle apprend ça, mais à la dernière minute du dernier, enfin, c'est peut-être pas la dernière page, hein, mais voilà. C'était un peu léger, pas très bien décrit, pas très développé, et je sais pas si je lirai la suite. Je trouvais aussi la romance insuffisante, et j'ai eu une sensation de pas assez. Je vais terminer avec le dernier roman, parce que après c'est Seule la mort attend la vilaine, que j'ai lu, mais du coup je vais pas vous en parler, vu que j'en ai déjà parlé dans le book haul de la vidéo juste avant, donc si jamais vous voulez le regarder. Donc j'ai lu Frost et Nectar en français, donc Frost en anglais je crois, le tome 1 et donc après le tome 2, de C.M. Crawford aux éditions Korrigan. C'était sympa, même si le deuxième tome était un peu plus pénible à lire quand même. Je crois qu'il était même plus long peut-être. Ça commence comme une romance contemporaine traditionnelle, c'est-à-dire une héroïne qui retrouve son copain, en plus c'est son anniversaire, elle veut faire la fête et tout, donc elle rentre plus tôt le soir, et puis évidemment, hein, elle le trouve en pleine partie de jambes en l'air avec une autre fille. Et puis c'est un peu agaçant parce que ça ressemble à beaucoup de romances contemporaines comme ça, où on est outré en tant que lecteur quand on voit la façon dont la fille se fait traiter, parce que le mec, parfois c'est l'inverse, hein, mais peu importe, le mec lui sort des choses aberrantes du style tu devrais être contente pour moi, je suis amoureux, alors que littéralement ils étaient en couple depuis des années, qu'ils s'entendaient de malades, ils avaient leurs petites habitudes et tout, ils étaient limite à parler gosse, enfin on en est à un stade vraiment aberrant où le mec il lui dit tu devrais être contente pour moi, je suis tombé amoureux, nous on n'avait pas d'avenir, parce qu'il s'avère que l'héroïne donc est une fae, puisqu'on est dans l'univers, on est dans l'univers humain et en parallèle le monde des fae, qui s'atteint par un portail. Elle a je crois des oreilles pointues et des cheveux un peu colorés et inhabituels, parce que apparemment les fae ont des cheveux avec des couleurs un peu originales. Je crois qu'elle les teint même d'ailleurs parce qu'elle a pas envie de trop sortir du lot, puisque elle a vécu toute sa vie chez les humains et que elle a été adoptée par les humains et qu'elle a été un peu exilée, elle a jamais pu rentrer au pays des fae, du coup elle leur en veut un peu et elle est chez elle quoi. Donc elle veut pas vraiment paraître différente. Elle comprend très vite que son mec n'est plus son mec et elle va se bourrer la gueule, on va dire, avec sa meilleure amie qui est une programmeuse un peu rigolote, et ils vont donc dans un bar. Et là ils découvrent à la télé que y a le roi des fae qui va faire une espèce de sélection, un peu comme le roman dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il va en fait faire subir des épreuves, mais là pour le coup c'est des épreuves très sanglantes, et pas beaucoup, hein. Vraiment peut-être 2 épreuves vraiment de combat, et puis il y a une épreuve où il va juste papoter avec tout le monde, enfin c'est très soft. Et il va faire donc ces épreuves pour sélectionner donc la femme qui va marier. Et elle est en mode oh c'est quoi ce ramassis de conneries machin. Bref, elle est très mal polie. Le roi fae va débarquer dans son bar, on se demande bien pourquoi, parce qu'il vient juste prendre un verre, et elle se dit mais non il est pas là pour moi de toute façon, puisque j'ai pas décidé de participer. Je crois que c'est une fae normale, de rang inférieur quoi. Donc elle a pas de pouvoir, c'est comme une humaine mais avec des oreilles et des cheveux colorés quoi. Et les fae supérieurs, ils ont des pouvoirs magiques, ils sont un peu plus la noblesse et tout, voilà. Elle lui sort tout un tas de vérités à la figure, en mode votre truc c'est ridicule, on dirait la télé-réalité, c'est pire que... elle donne des noms d'émissions de télé-réalité qu'elle suit justement elle-même, et lui il est en mode bah vous inquiétez pas, de toute façon vous êtes pas sélectionné, donc voilà. Et il se barre. Et il s'avère que lui, de son côté, on découvre qu'il a une malédiction que personne ne connaît, sauf lui. On le découvre tout de suite, hein, c'est le 2e chapitre, c'est son point de vue à lui. Il peut pas tomber amoureux d'une fille, sinon dès qu'il la touche,
touche, elle gèle à mort. Il la transforme en statue, elle meurt et voilà, c'est fini. Et en gros, donc, il ne veut pas d'une reine qu'il va geler, mais il a besoin d'une reine puisque s'il met une reine sur le trône de Faerie, on va dire le printemps va revenir parce que là, il y a de l'hiver, il fait froid, tout le monde souffre et c'est la famine et du coup, il a besoin d'une reine pour que le pouvoir réafflue dans le pays et tout. Son propre pouvoir s'affaiblit, le pays tout entier en fait dépend du fait qu'une reine siège sur le trône. Il va finalement décider qu'il est incapable de tomber amoureux de cette fille qui ressemble à une clodo, qui est bourrée, qui n'a aucune allure, qui ressemble à rien, quoi, qui est mal polie et tout, et qui le déteste. Et il va lui signer un contrat pour lui proposer de venir en fait participer aux épreuves. Il va essayer de l'aider à bien sûr les passer haut la main, sinon elle risque de mourir quand même. Et en gros, l'idée serait qu'elle reste reine avec lui un petit temps, histoire de redonner un peu de vigueur au pays, et puis après elle se barre, quoi. Et là, il lui propose de l'argent, et elle a plus d'argent, parce que en fait, le mec qui l'a quitté, il a fait ses études, il était content, elle a fait des petits boulots au bar et tout, cocktail et tout ça, et finalement, elle avait un projet de se lancer dans l'ouverture d'un bar, justement un cocktail à elle, avec un nom très précis et tout en l'honneur de sa mère adoptive et tout. Et finalement, bah en fait, tout est tombé à l'eau quand il l'a quitté. Parce qu'il l'a largué, il lui a dit t'as qu'à faire tes études, et voilà, c'est tout. Donc en fait, elle a besoin de cet argent. Et donc, elle va partir en Faerie avec sa meilleure amie, qui a tellement gagné d'argent dans sa vie, avec, je sais pas, l'informatique, elle a dû créer des startups et les vendre et tout, elle a plein de fric, et du coup, elle s'ennuie dans sa vie, donc en fait, il faut qu'elle la suive en Faerie, parce qu'elle adore les faées, elle est fascinée par les faées, et du coup, elle la suit en Faerie, et toutes les deux vont donc vivre dans le palais, et Ava, l'héroïne, va participer aux différentes épreuves. Et évidemment, elle va progressivement s'intéresser au roi, parce que, bah, finalement, il est pas si mal, voilà. C'était sympa, mais entre le premier et le deuxième tome, on a une énorme différence de contexte, une énorme différence d'histoire, c'est plus la même chose qui est racontée. Déjà, les épreuves du premier roman sont très... il y en a pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déçus justement que ça ressemble pas plus à la sélection, parce que la sélection, pour le coup, il y avait beaucoup de petites épreuves, c'était très télé-réalité. Là, les gens s'attendaient à un truc similaire. C'est pas le cas. C'était plus vraiment survie, parce que c'était 2 épreuves de survie où carrément il y avait du sang qui giclait dans tous les sens. Et puis un petit peu d'entraînement au combat en compagnie du roi, etc. Gna gna gna. Dans le froid, si vous aimez la neige, le décor de neige et tout, ça va coller. Mais dans le deuxième, on va dire, une découverte des origines de l'héroïne. En gros, tout est basé, en fait, à la fin du premier tome et dans tout le deuxième tome, on est sur la découverte des origines de l'héroïne, qui elle est vraiment, pourquoi est-ce qu'elle était dans le pays des humains, pourquoi est-ce qu'elle a été abandonnée, pourquoi est-ce qu'elle rentrait pas chez elle, etc. Qui elle est vraiment, etc. Bon, bref, c'est tout le sujet du tome 2, mais ça tourne beaucoup en rond, les personnages vont à un endroit, puis sont empêchés d'aller à cet endroit, puis ils retournent, enfin, il y a ce genre de... ça n'en finit pas, mais on a une conclusion quand même à toute l'histoire en 2 tomes, même si Livre Addict ne dit pas que c'est terminé, j'ai l'impression que c'est terminé, je pense pas qu'il y aura un 3e. À mon avis, s'il y a un 3e tome, ce sera peut-être sur le perso secondaire, la copine de l'héroïne qui s'appelle Shalini, mais je pense pas, je pense que c'est terminé là. Ça fait partie de ces quelques déceptions comme ça, où j'essaye de... Enfin en fait, les 3 bouquins que j'ai lus, surtout les 2 derniers, étaient un peu décevants, parce que j'ai trouvé ça trop léger, pas assez décrit, parce que même celui-ci, Frost, c'était pas assez décrit, ça allait à la fois trop vite, et c'était à la fois trop lent. Parfois, on passait du coq à l'âne, on se demandait comment quelque chose avait été fait, une action ou un pouvoir qui avait été utilisé ou quelque chose, enfin moi je trouvais que ça allait trop vite et que ça avait pas été suffisamment décrit et qu'on visualisait pas, voilà, tout simplement on visualisait pas. Donc voilà, je trouve que c'était un problème au niveau de l'écriture et ça m'a pas plu autant que ça aurait dû. Je vais essayer de vous dire ce que j'ai abandonné aussi rapidement. Donc le Nora Roberts. Je voudrais également parler de 2 romans que j'ai un petit peu lus mais abandonnés au final. J'ai pas eu le courage de les lire, peut-être que c'était pas mon genre de lecture aussi. Je trouve ça dommage. Donc il s'agit des 2 romans que j'ai achetés à une maison d'édition qui coulait malheureusement et qui a vendu son stock. C'est les éditions Onyx. Il s'agit donc de Symbiose de Antoine Lancou et Les Atomes Disséminés de Morgane Lemoulac. Ce sont des livres à la couverture très douce. J'aime pas beaucoup parce que j'ai l'impression que je suis en train de me tacher les doigts avec de la poussière. J'ai l'impression quand je pose les doigts dessus après que j'ai les doigts tout pleins de poussière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, mais bon, moi c'est un peu synonyme pour moi d'auto-édition parce que quand j'ai fait de l'auto-édition, mes tout premiers romans, j'ai choisi ce type de couverture. Je ne savais pas quels étaient les différents termes, alors j'en avais choisi un et il s'avérait que ma couverture était comme ça toute douce. Mais du coup au niveau de la couleur, les coloris n'étaient pas super. La couverture était beaucoup plus sombre et ça rendait moins bien. Et puis je sais pas, j'aimais pas le manipuler et donc du coup quand je touche ces livres, j'ai l'impression que c'est de l'auto-édition. Alors que non, c'était une maison d'édition qui s'était lancée et qui malheureusement donc a coulé. Les Atomes Disséminés, je saurais même pas vous dire ce que ça raconte parce que c'est tellement complexe. C'est du space opéra avec des personnages dans tous les sens. Je vais vous dire tout ce qu'il y a comme élément. Une prophétesse, des événements qui s'enchaînent
des personnages embarqués sans le savoir dans une guerre invisible entre deux forces antagonistes, ok, donc il y a pas mal de politique effectivement. C'est l'utopie d'Ivy, donc c'est une utopie, voilà. Un monde où les hommes ne travaillent que s'ils en ont envie. Un homme qui en a marre d'être le jouet de sa PU, c'est-à-dire une puce qu'il a dans la tête comme tout le monde, et qui visiblement a un comportement inhabituel, qui essaye de le manipuler, et donc il s'en rend compte. Donc on dirait un peu un fou ou un alcoolique qui essaye de se parler à lui-même, alors qu'en réalité, il essaye de lutter contre un truc qui manipule son cerveau. Il y a ça, c'était à peu près tout ce que j'ai retenu finalement, parce que une intelligence artificielle, voilà, qui n'hésite pas à outrepasser ses fonctions, donc c'est sa puce dans sa tête. Il y a un receleur et magouilleur de première pour qui la société utopique créée par la toute-puissante Ivy a ankylosé l'humanité, donc un gars un peu foufou qui parle avec des grandes phrases et tout. Et il y a une femme dont la fillette a été enlevée par d'étranges créatures. Folie épidémique, donc on parle d'épidémie, artiste oublié, hôte et parasite, menace extraterrestre et enlèvement en série. On a de tout, on a tout. C'est trop. Enfin, je trouve que c'est trop. Et en fait, ça partait dans tous les sens. L'écriture était très belle. Enfin, j'ai rien à redire là-dessus. Mais ça partait dans tous les sens et je n'ai pas réussi à m'accrocher. Quand ça parle de tout et rien, qu'on a 10 personnages différents et qu'on change de personnage à chaque chapitre et que c'est pas possible, quoi. J'avais noté, vous voyez, un marque-page pour une scène très particulière. Je crois que je peux pas dire ça sur YouTube. Il me semble que c'était, oh là là, un homme qui était à poil et la fille avait rendez-vous avec lui, elle était venue le voir. Oh là là, ouais, oh, c'est une description extrêmement crue de cet homme à qui avait été envoyée une fille qui était censée suivre la voie de la prophétesse ou je sais pas quoi, enfin c'est... Voilà, bon, j'y suis pas arrivée du tout. Et ensuite donc on a Symbiose de Antoine Lancou, et celui-là je ne l'ai pas lu parce que c'était très lent et très politique et très complexe, et là pour le coup je pense que c'est à la portée de tout le monde, mais c'était pas mon genre. J'ai voulu donner leur chance à ces livres-là parce que j'ai vu La Maison qui coulait, j'ai regardé ce qu'ils avaient, j'ai pris des choses qui se rapprochaient le plus possible de ce que moi je lis, mais finalement c'était pas assez ce que je lis parce que c'était du polar, space opéra encore une fois, des guerres entre Mars et la Terre, des histoires de religion et de guerre, de races extraterrestres, une héroïne qui doit s'exiler sur une lune de Jupiter et une histoire d'enquête avec un meurtre qui s'est déroulé, et il y a tout un système extrêmement complexe sur cette planète parce que je crois que c'est sur Mars que ça arrive, et donc il y a un officier de police qui doit découvrir comment est-ce que ce type a été tué sur Mars, et donc on doit découvrir comment ça fonctionne pour comprendre quelles sont les pistes qu'ils suivent en fait. Et à côté de ça il y a cette fille, on se dit mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? J'ai lu, je sais pas combien j'ai lu, ouais j'ai lu ça là, voilà. Et à ce stade-là, la fille, elle était toujours de son côté, et les officiers de police toujours du leur, et en fait, ça n'avançait pas. J'aurais voulu très vite voir la fille se retrouver à contacter l'officier de police, pour je ne sais pas quelle raison, en fait, parce que visiblement, je suppose qu'ils étaient censés à un moment donné se parler, et elle allait peut-être les aider, pour je sais pas quelle raison non plus, mais j'aurais voulu savoir. Mais du coup, là, c'était trop long. Je trouve ça dommage, parce que pareil, c'était très bien écrit, et j'avais remarqué ça, alors il faut que je vous le montre, parce que, vous voyez, c'est le genre de choses que je vois, et ça, je peux pas ne pas le voir. Jania secoua la tête, dégoûtée. Et juste en dessous, juste ici, Jania secoua la tête, dégoûtée. On a littéralement la même phrase, de là à là, à ces deux endroits. Jania secoua la tête, dégoûtée. Point. Je peux pas ne pas voir. Bon, après voilà, c'est une petite maison d'édition. Ils avaient peut-être pris un correcteur pas forcément expérimenté, j'en sais rien. C'est le genre de choses qui me sortent de ma lecture, et je suis là. J'étais obligée de le montrer à mon mari. Je te montre, regarde ça. Je peux pas m'en empêcher. Et là, je l'ai retrouvé assez rapidement. Je me souvenais qu'il y avait ça, cette bizarrerie. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'était les deux abandons. J'en ai eu plus des abandons, mais des choses dont je vous parlerai pas forcément. Mais ceux-là, je voulais en parler parce que Symbiose, pour ceux que ça peut intéresser, je pense pas que ce soit si mauvais. C'est juste très complexe. C'est du polar en space opéra. Ça a l'air sympa. Mais j'avais besoin de lire quelque chose qui me plaisait pour pouvoir enchaîner et pouvoir m'accrocher, parce que moi, j'ai eu des phases où je ne lisais plus du tout, et donc j'ai besoin de lire des choses qui me plaisent, sinon je vais m'arrêter. Quand je lis quelque chose qui me plaît pas, comme quand j'ai essayé de lire les Nora Roberts, etc., j'ai passé des semaines à rester bloquée, à dire non mais je suis en train de lire le Nora Roberts. Bah ouais, mais en fait je le lisais pas, je ne l'ouvrais pas. Donc ça m'empêche de lire en fait les autres choses, donc je suis obligée à un moment donné d'abandonner. C'est tout pour cette vidéo, je sais pas s'il y en aura eu deux ou une seule. Je vais vous dire au revoir, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes ou que vous passez de bonnes fêtes, et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.